Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juillet 2026. Et Matt, votre micro est encore coupé. Munchtingling, adjure beni phone. Je ne sais pas, ton téléphone est connecté à ton... Mon téléphone n'arrête pas de se connecter. Tu as encore coupé. Je ne t'entends pas. Ici, ton micro est coupé. D'accord, je viens d'éteindre le téléphone. Votre micro est de nouveau coupé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit le téléphone. Peut-être que c'est ma connexion. Mon StreamYard est... Comme je l'ai dit, je me suis connecté en retard, vous savez, et puis le téléphone faisait... Peut-être que ce sont simplement les dieux de StreamYard qui disent « Pas aujourd'hui, Matt. » Mais on va persévérer. On va continuer. Oui, vous êtes encore en sourdine, Matt. C'est tellement moche d'ailleurs. C'est ça. Laissez-moi sortir et je reviens. D'accord. Mes excuses à tout le monde. Non, pas de problème. Oui, Matt va revenir. Et on va commencer par Donald Trump, qui parle des soldats. Il a dit que les soldats voulaient aller là-bas pour combattre l'Iran, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes au sujet du programme nucléaire iranien, et qu'ils voulaient se battre. Et voici Matt. D'accord. Oui, vous êtes de retour. D'accord. D'accord. Matt, permettez-moi de commencer par ce qui a été rapporté au sujet de Donald Trump. Donald Trump, à propos des soldats américains morts au combat, a déclaré « Ils ont tous dit très clairement, nous ne pouvons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. » Oui, je suis sûr que cette militaire de 19 ans a eu une conversation personnelle avec Donald Trump. Ou alors, peut-être que pendant qu'elle mourait, se vidant de son sang en Jordanie, à 13 000 kilomètres de chez elle, elle a écrit avec son sang « Ne laissez pas l'Iran obtenir l'arme nucléaire ». Enfin, tout ça est tellement absurde. C'est tellement répugnant. Et ces gens qui dirigent le pays sont ce qu'il y a de pire chez nous. Vous savez, ce sont les pires d'entre nous. Et c'est vraiment une idiocratie dans laquelle nous vivons. Je l'ai dit plusieurs fois cette semaine. Donc si des gens m'ont vu dans d'autres émissions, je vais le redire. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'on ne peut pas réparer la stupidité. On ne peut pas changer la stupidité. Alors cette guerre continue. Tout le reste de cette administration continue aussi. Mais cette idée que ces soldats se sacrifient pour quelque chose de noble, ou pour quelque chose qui servirait le moindre intérêt du peuple américain, qui en défendrait le moindre intérêt fondamental, est tout simplement fausse. Vous savez ce qui est si scandaleux? C'est qu'il n'y a eu aucune évaluation aux États-Unis, pas même de la part de Tulsi Gabbard. Le dernier rapport disait que l'Iran n'a pas l'intention qu'il n'y a aucun signe que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire. Et Donald Trump, qui vient dire que ses soldats étaient d'une certaine manière tellement préoccupés par le programme nucléaire iranien qu'ils voulaient sacrifier leur vie pour empêcher ça. Et Matt, la manière dont l'administration cache tout, absolument tout. Parce que Pete Hegseth a indiqué hier que le coût de la guerre était de 37 milliards et demi de dollars, alors que CBS News disait que ils ne nous disent pas ce qui se passe, ni quel a été le coût jusqu'à présent. Ils cachent tout. Qu'est-ce que cela vous dit, Matt? Comment vous comprenez ça? Eh bien, ils arrivent, Nima, et ils disent que le coût de la guerre est de 37 milliards de dollars. Mais ils demandent 80 milliards, ou je ne sais combien. 70 milliards pour le département de la Défense et 8 milliards pour les programmes de renseignement, ou quelque chose comme ça.
plus environ 12 milliards pour les agriculteurs américains. Donc, ils disent que ce n'est que 37 milliards, mais ils demandent plus du double. Voilà déjà le mensonge. La personne la plus compétente sur tout ça, c'est Stephen Semler. Stephen est au Center for International Policy et j'encourage les gens à le suivre sur Substack et sur X également. Les calculs de Stephen dépassent déjà largement les 100 milliards de dollars et il détaille tout. Il montre comment il arrive à ce chiffre. Et absolument, vu l'ampleur des infrastructures militaires détruites par les Iraniens, des avions détruits, Roll of Whirl, Thé Nizumitiang and the Apanse. By the expenditure of munitions. Okay. I don't know what the issue is. Obviously. Je ne sais pas quel est le problème. Manifestement, encore une fois, les dieux de StreamYard ne sont pas contents de moi. Mais, vous savez, quand on met tout ça bout à bout, y compris en partant simplement d'une estimation de ce que coûte le maintien de 20 navires, ce qui correspond à peu près à la taille de la force navale américaine présente sur place, de 50 000 soldats et de centaines d'avions, il suffit de faire un calcul de base. Stephen arrive à plus de 100 milliards de dollars dépensés ou ayant coûté aux États-Unis depuis le 28 février. Ce ne sont que les premiers chiffres. Et je vais enlever mon micro. C'est peut-être mon micro. Alors, on va passer à... Je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui risque de suivre, mais essayons comme ça. Let's try this. It seems that On dirait que Matt a un problème avec son micro parce qu'il se coupe à chaque fois. Every time. Yeah, now let's try this. Now let's see. Oui, maintenant, essayons ça. Voyons voir. Je suis sûr que la qualité n'est pas aussi bonne. Change ça, d'accord? Oui, désolé. Mais oui, vous savez, on sait que ces coûts initiaux ne représentent généralement qu'une fraction de ce que ces guerres coûtent réellement sur le long terme. En termes de prise en charge des anciens combattants, de remise en état et de réparation des équipements perdus, endommagés ou tout simplement usés jusqu'à la corde. Je veux dire, l'ampleur de la maintenance nécessaire pour remettre en état, si l'on peut dire, tous ces avions de chasse américains utilisés chaque jour. C'est incroyable. Pas seulement le nombre d'heures de travail, mais le coût réel que cela représentera pour tous ces F-16. It will be for all those F-16 squadrons, F-15 squadrons, F-35 squadrons to get back into some kind of order after this is all done. So the cost for this is. Donc le coût de tout cela va se chiffrer en centaines de milliards de dollars. Et bien sûr, chaque jour, chaque semaine, chaque mois que cette guerre se poursuit, ces coûts n'augmentent pas de façon linéaire. Ils ont tendance à augmenter de manière exponentielle. Matt, there is a new poll. Matt, un nouveau sondage vient de sortir. Politico a publié un sondage sur le mouvement MAGA, ces gens qui ont voté pour Donald Trump. Il indique que la part des électeurs qui se définissent eux-mêmes comme MAGA et qui estiment que la guerre en vaut le coût économique est passée de 50% en mai à 37% en juillet. Et 37% disent désormais que les États-Unis ne devraient poursuivre leur implication que si les coûts n'augmentent pas davantage. Voilà. Même parmi ceux qui sont d'accord avec la guerre, certains disent « Si les prix continuent d'augmenter, nous ne soutiendrons pas ça. » Voilà la situation. Je suis sûr que Donald Trump sait ce qui se passe au sein du mouvement MAGA, parce qu'il y a une fracture qui est en train de se produire dans ce mouvement. Même les gens qui croient en lui, comme le montre ce sondage, ne le soutiendront pas si les choses empirent. Mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est qu'il sacrifie tout. D'une certaine manière, c'est difficile pour les gens qui l'ont soutenu. Pas pour nous, parce que nous en parlions avant que tout ça n'arrive. Mais pour ceux qui l'ont soutenu, c'est trop difficile de comprendre ce qui se passe avec Donald Trump.
Oui, je veux dire, et le point essentiel à ce sujet, The thing about that poll, Nima, is that that's his supporters. That's MAGA, right? That's not the entire U.S. If you ask the entire U.S., even less people support this war, right? Even less people. à moins que les gens ne pensent que cela ait le moindre sens, sous quelque forme que ce soit, surtout au vu de ce que cela coûte. Especially the costs of it, the economics of it, what's going to come out of their pockets, because the American people understand that this war is taking from their pockets. We saw the average gas prices in the U.S. get to over Cette $4 semaine, a gallon. le prix moyen de l'essence aux États-Unis a de nouveau dépassé les 4 dollars le gallon. C'est un seuil psychologique important ici. 3 dollars bien sûr, mais ensuite 4 dollars. Et maintenant, dans de nombreux États, on est à 5 dollars. Le diesel coûte bien plus cher encore. Ici, en Caroline du Nord, où je me trouve, le diesel dépasse les 5,50 dollars le gallon. Dans d'autres États, il est à 7, 8, voire 9 dollars le gallon dans l'Ouest, je crois. Donc le coût, ici, tout le monde le comprend. Les gens le voient quand ils font le plein. Mais ils comprennent aussi comment ça fonctionne, comment fonctionne l'économie et pourquoi les prix augmentent encore davantage qu'ils n'augmentaient déjà. Enfin, je veux dire, le dollar américain a perdu de sa valeur au cours des 5 ou 6 dernières années. Tous les Américains le savent. Peut-être qu'ils ont besoin que le New York Times ou le Wall Street Journal le leur explique dans un article. Mais tout le monde le sait. Tout le monde l'a ressenti. Donc je pense que l'insipidité de cette guerre est simplement la réalité de ce que sont les gens qui la dirigent. Ils voient les Pete Hegseth, ils voient les Marco Rubio, et ils n'ont plus le cœur à ça. On leur avait dit que cette guerre ne durerait que quelques jours, quelques semaines. Et puis, le programme nucléaire iranien a été anéanti, puis réanéanti, tout comme tous les missiles balistiques et nucléaires. Excusez-moi. Et les drones ont tous été détruits. Et la marine iranienne est au fond de l'océan. Mais d'une manière ou d'une autre, le détroit d'Ormuz reste fermé. Enfin, rien de tout ça ne ressort. Rien de tout ça n'a de sens pour qui que ce soit. Et ils le ressentent maintenant. And now I think we're going to, with American casualties starting to rise, that dominating the headlines here. Les gros titres, ici. Oui, le fait que Donald Trump n'ait qu'un peu plus d'un tiers de sa propre base qui soutienne cette guerre, je pense que ça montre à quel point cette guerre est en réalité ridicule. Il me semble, Matt, que cette guerre va se poursuivre l'année prochaine, et peut-être jusqu'en juillet, quelque chose comme ça. On n'a pas l'impression qu'elle va s'estomper de sitôt. Je pense qu'il y a eu cette idée selon laquelle c'était le plan C. Le plan A, c'était un changement de régime. Le plan B, c'était de provoquer une guerre civile ou une sorte d'État défaillant en Iran. Et puis le plan C, c'était de faire quelque chose calqué sur la campagne américaine contre l'Irak, de 1991 à 2003. Un endiguement par des sanctions et des blocus visant essentiellement à isoler davantage l'Iran du reste du monde. Mais aussi, bien sûr, les bombardements. La plupart des gens oublient que sous l'administration Clinton, nous bombardions l'Irak en moyenne tous les 3 ou 4 jours. Donc je pense que le même genre d'idée constituait le plan C pour l'Iran. Or, c'est tout aussi absurde et idiot que le reste de cette guerre, parce que l'Iran n'est pas comme l'Irak. C'est 4 fois plus grand. Il y a environ 3 fois et demi plus d'habitants. Mais surtout, géographiquement, par sa position, l'Iran dispose de richesses pétrolières. Et les Irakiens n'avaient absolument pas une armée comparable à celle des Iraniens. Bien sûr, les Irakiens n'avaient pas les alliés des Iraniens. Donc, appliquée à l'Iran, la stratégie des années 90 contre l'Irak, cette stratégie avait elle aussi échoué, puisqu'elle n'a jamais écarté Saddam Hussein ni le parti Baas du pouvoir. Elle a suscité des tentatives qui ont toutes été réprimées très violemment. Alors, pourquoi penser que cela va d'une manière ou d'une autre fonctionner ici en Iran? Why do we think then that this somehow is going to work here in Iran?
Mais ils n'ont pas d'autres plans. Ils n'ont pas d'autre option. Et les Américains ont été entraînés là-dedans par les Israéliens. Bien sûr, il y avait des intérêts américains en jeu. Depuis des décennies, la politique impériale américaine est portée par une inertie visant à réparer ce qui s'est passé en 1979. Mais il est clair que les Israéliens ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils cherchent à ce que les Américains fassent la guerre, seuls, contre l'Iran, dans le cadre d'un effort de soutien aux priorités d'Israël, au Liban, en Palestine, à la fois en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que dans d'autres zones périphériques, comme en Syrie. Vous savez, la guerre. Quand je compare la guerre actuelle à la guerre en Irak et en Afghanistan, c'est Vous savez, l'issue de ces guerres se jouait à l'intérieur des frontières de l'Irak, à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour l'Iran. Toute la région est impliquée militairement. Le champ de bataille était à Bahreïn. Aujourd'hui, il est au Koweït. Au moins 70% du Koweït est touché par des missiles et des drones iraniens. On voit la guerre s'étendre à la Jordanie. Toute la région est impliquée dans la guerre, tandis que toute l'économie mondiale, est affectée par la question du détroit d'Ormuz et par la nouvelle initiative du Yémen en mer Rouge. C'est quelque chose de nouveau qui met la pression sur l'Arabie saoudite, laquelle avait le privilège d'utiliser la mer Rouge lorsque la guerre a commencé. Et en ce moment, ce privilège a été retiré par le nouveau mouvement au Yémen, ce qui accentue encore la pression. Vous savez, la question de l'Iran est tellement complexe. Cela montre l'énorme potentiel d'escalade drastique sur le plan militaire comme économique. Et je ne sais pas si Donald Trump en a pleinement conscience ou s'il ne se soucie pas des conséquences, parce que le champ de bataille, c'est le Koweït, Bahreïn ou ces pays-là. Il ne se soucie pas de ces populations, ni de l'économie mondiale, mais il subit le choc quand cela touche le marché du pétrole. C'est une défaillance de l'establishment américain de politique étrangère dans son ensemble, pas seulement de Donald Trump. C'est cette mentalité du XXe siècle qui domine l'orthodoxie américaine. Cette idée selon laquelle le monde est un sinistre échiquier et que chaque pièce occupe sa propre case individuellement. Ce type de pensée a de vraies racines, de vrais fondements au sein de la communauté américaine de politique étrangère. Qu'il s'agisse de membres du Congrès, d'officiers du renseignement militaire, d'experts de groupes de réflexion ou de journalistes. On le voit par exemple en Syrie et en Libye. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger et au Burkina Faso est à l'évidence lié à de vrais liens avec ce qui s'est produit en Libye en 2011. Vous savez, la guerre en Syrie n'a pas voulu se laisser contenir par les frontières géographiques. En particulier à travers l'invasion et l'occupation du nord et de l'ouest de l'Irak par l'État islamique. Vous savez, cela a une fois de plus révélé cette conviction au sein de l'appareil sécuritaire américain et de l'establishment de politique étrangère que toutes ces choses sont gérables, qu'on peut toutes les contenir. Et aussi la domination de cette pensée très linéaire héritée du XXe siècle. Encore une fois, une pensée en termes d'échiquier, où, vous savez, la mondialisation. Je sais que ce mot fait réagir beaucoup de gens, mais la mondialisation ne se limitait tout simplement pas à l'économie. La mondialisation s'est produite dans les affaires militaires. Elle s'est produite dans l'information et la technologie, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, nous ne devrions pas être surpris que cette guerre n'ait pas pu être restreinte ou limitée aux frontières géographiques que les États-Unis voulaient lui imposer. C'est certainement ce que les Israéliens et les Américains ont essayé de faire ces dernières années. Combattre l'axe de la résistance, un élément à la fois
pour la limiter ainsi, pour contenir la guerre. Limit it that way to contain the war. But once you went into this war with Iran, a war that Iran was always, because of its size, its strengths, En raison de sa taille, de ses atouts, de sa position, de sa préparation, elle allait forcément pouvoir dicter ses conditions. Il n'y avait aucune chance que cette guerre reste limitée. Et puis bien sûr, comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas que le Moyen-Orient, il y a aussi les enjeux économiques. C'est donc une guerre qui connaît une escalade horizontale. Les Iraniens ont pu l'étendre, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle mondiale. Et bien sûr, nous pouvons maintenant revenir à cette discussion. Cela montre pourquoi les Iraniens sont une puissance mondiale. To put together objectives and then strategies to achieve those objectives that demonstrate that, yes, these people are a world power and that's how they're going to be reckoned with. C'est comme ça qu'ils vont devoir compter avec eux dans les années à venir. Et ça donne encore plus de poids à ce que vous venez de dire, Nima, et avec quoi je suis entièrement d'accord. Cette situation ne va pas prendre fin de sitôt. Vous et moi, vous savez, si j'ai la chance de continuer à vous parler au cours des prochaines années, ça va dominer nos conversations. Oui, Matt, quand on parle des armes qu'utilisent les États-Unis, je parle de toutes les armes, les systèmes de défense aérienne, les HIMARS. Hier, des HIMARS ont été attaqués au Koweït. L'un d'eux, le système Patriot, a été attaqué. L'un d'eux a été touché par un drone ou un missile iranien. Et la guerre s'étend. Pendant qu'on en parle, les forces américaines ont été frappées en Jordanie. Et cela montre que d'une certaine manière, la situation n'est pas si sûre, même en restant en Jordanie. Où en est-on? Quelles sont les options de Donald Trump pour positionner ses avions ravitailleurs, ses chasseurs? Quel serait cet endroit? Est-ce que ce sera en Israël, en Grèce, à Diego Garcia ou peut-être en Bulgarie? On dit qu'ils vont peut-être aller là-bas. Ils utilisent qu'est-ce que c'est? Bien sûr. À mesure que les Américains sont repoussés plus à l'ouest et que les Iraniens ciblent intelligemment les avions ravitailleurs, parce qu'ils sont essentiels à la capacité américaine de mener cette campagne, c'est une vulnérabilité. Et il n'y a qu'un nombre limité d'avions ravitailleurs. Ce sont presque tous des appareils anciens, des KC-135 ou quelques KC-46. Mais ce programme a été une catastrophe, un gouffre financier corrompu, comme tout le reste dans le complexe militaro-industriel américain. Les équipages sont en nombre limité et ils sont mobilisés chaque jour. Donc l'épuisement va s'installer, aussi bien pour les équipages que pour les cellules elles-mêmes, pour les avions eux-mêmes. Alors plus on va vers l'ouest, ou plus on s'éloigne, plus cela met de pression, n'est-ce pas? Ils doivent voler plus longtemps pour aller rejoindre les F-18 qui décollent des porte-avions dans la mer d'Arabie. C'est ce qu'ils font. Je veux dire, c'est très simple de mettre ça sur le papier, et on voit bien qu'on est désormais capable d'effectuer moins de sorties. Mais il y a aussi la pression que cela impose aux équipages aériens et aux avions eux-mêmes. Et donc, à mesure que les Iraniens repoussent les Américains plus vers l'ouest, ils vont probablement être regroupés en Israël, avec l'espoir, les doigts croisés, que les Iraniens n'intensifient pas la guerre avec les Israéliens. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Mais à un certain point, si c'est là que je tourne, se trouvent les principales vulnérabilités pour le grand. Key vulnerabilities for the Americans in terms of stopping or striking at the Americans who are attacking your country lay, at some point the Iranians are going to have to hit those. Les Iraniens vont devoir frapper ces avions ravitailleurs qui se trouvent en Israël. Ils pourraient aller directement à Chypre, ils pourraient aller en Grèce, ils pourraient aller en Bulgarie. Quant à savoir si les Iraniens iraient jusqu'au bout et les suivraient, il y a eu des frappes.
Je pense que c'est très probable. On l'a vu au début de cette guerre, durant la première semaine environ, lorsqu'un hangar américain sur une base aérienne britannique à Chypre a été frappé par les Iraniens. Le drone a été lancé, je crois, depuis le Liban. Il a été tiré depuis le Liban. Il n'y a donc aucune raison que cela ne se reproduise pas, surtout si c'est l'une des vulnérabilités critiques des Américains. Vous voulez empêcher ces types de vous attaquer, et c'est la meilleure façon de le faire. Et bien sûr, les Iraniens vont suivre ce raisonnement. Donc vous savez, le fait qu'on en soit là, 4 mois après le début de cette guerre, 5 mois après le début de cette guerre, et que le dispositif américain de force et de base au Moyen-Orient, construit pendant des décennies, se soit effondré. C'est vraiment quelque chose. Je veux dire, je ne sais pas si on a déjà vu un dispositif qui s'était organisé pendant des décennies pour combattre, se heurter à la réalité, se heurter à l'époque moderne et simplement réaliser que ça ne marchera pas. Nous devons évacuer tous nos soldats de ces bases. Nous ne pouvons pas maintenir ces avions de chasse en première ligne. Nous ne pouvons pas maintenir ces avions de ravitaillement aussi avancés. Toute l'habileté de la stratégie iranienne, c'est d'exercer des pressions politiques sur ces différents pays, de sorte que ce soit davantage l'Arabie saoudite. Mais ils ne le font pas. Et pourquoi? Parce que les Saoudiens ne veulent pas. Et maintenant, il y a toutes sortes d'autres pressions. Là, on commence à parler d'alliances qui nous enchevêtrent. Vous avez cette alliance militaire saoudo-pakistanaise, qui est une bonne chose. Enfin, ça complique les choses. Donc l'habileté de la stratégie iranienne, c'est de démanteler l'alliance américaine. On commence à le voir apparaître. Et puis bien sûr, il y a celle dont tout le monde parle depuis des mois et des mois, voire des années. On en parlait déjà l'an dernier et l'année d'avant. On remonte à 2015 quand l'US Air Force se retrouvait à court de bombes, vous savez, lorsqu'elle frappait l'État islamique en Syrie et en Irak. Il y a aussi l'incapacité de l'industrie américaine de la défense à répondre à la demande ou aux besoins en missiles intercepteurs. Ils sont à court d'armes d'attaque à distance. Donc, à mesure que les Iraniens continuent d'épuiser les défenses aériennes américaines, que les bases américaines deviennent encore plus vulnérables, que les Américains se replient davantage vers l'Ouest, tout cela commence à exercer une véritable pression sur les Américains. Et maintenant, peut-être qu'on voit réellement less. On the Americans, and now maybe you actually see an operational victory by the Americans, an operational victory by the Iranians over the Americans, where the Americans have to Sur les Américains, au point que les Américains doivent se retirer de la guerre. Alors qu'au début du mois d'avril, on a vu les Américains, je pense, reconnaître cela et appeler à un cessez-le-feu, Donald Trump les suivant, vous avez maintenant cette situation où les Américains vont manquer de munitions, si toutes ces informations sont exactes, d'ici le mois prochain. Donc au cours de la semaine ou des 2 prochaines semaines, qu'est-ce que les Américains vont commencer à faire pour s'y préparer? Et c'est pour cela, je pense qu'on entend de plus en plus d'appels à détruire toutes les centrales électriques en Iran, n'est-ce pas, pour vraiment faire pression sur la société iranienne. Je pense que si on essaie d'attribuer une quelconque rationalité aux Américains ici, ce qui est un énorme, énorme saut dans le vide, je pense qu'ils estiment qu'il leur reste un certain nombre de semaines avec leurs réserves stratégiques de pétrole. Le pétrole n'est pas remonté à 100. Il s'en approche. La dernière fois que j'ai vérifié aujourd'hui, il était à 94. Donc ils ont du temps. Si le monde a pu traverser ce qu'il a traversé en mars, en avril et jusqu'en mai, avant le protocole d'accord, alors il peut survivre encore quelques semaines. Alors vous savez, je pense que ça rejoint Donald Trump qui met la pression sur ses adversaires, frappant davantage les Iraniens. Peut-être qu'on fera bouger quelque chose. Peut-être qu'on tuera la bonne personne.
Peut-être qu'on privera Téhéran d'électricité. Et là, vous savez, 15 millions de personnes, ou quel que soit le nombre d'habitants, seront forcées d'affronter une température de 110 degrés Fahrenheit. Alors elles auront vraiment chaud, elles seront en colère, et elles sont toutes vraiment, vous savez. Enfin, je pense que c'est peut-être ce qui circule en ce moment à la Maison-Blanche comme justification pour mener ça, avec l'idée qu'on a jusqu'à la fin août ou la mi-septembre avant de devoir vraiment réfléchir à ce qu'on va faire de nos propres réserves de pétrole. Mais encore une fois, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce que je viens de dire. Mais c'est le mieux que je puisse avancer, Nima. But that's the best I can come to, Nima, in a sense of why the heck they're doing this. But here we are again, trying to think rationally about these irrational actors. Encore une fois, il parle de frapper l'installation nucléaire iranienne sous cette montagne, la montagne Pickaxe. Voici ce que le sénateur Kennedy a demandé, et vous savez la réponse de Pete Hegseth. Avons-nous la capacité de nous détruire tout ce qui se trouve sous le mont Pickaxe? Une grande partie de nos capacités est classifiée. Mais s'il y a bien quelqu'un au monde qui peut atteindre n'importe quel endroit sur cette bonne vieille terre, c'est l'armée américaine, la plus puissante du monde. Tout est une question d'option et de compromis. Wow! Oui. Eh bien, je veux dire, Pete, personne ne fait mieux que lui quand il s'agit de répondre à une question en balançant une banalité à la con. Vous savez, personne ne fait mieux que lui. Vous savez, je veux dire, Il n'a pas mentionné qu'il l'avait déjà fait auparavant et qu'ils avaient essayé d'atteindre la cible. Ils n'y sont pas parvenus et ils essaient de le refaire. Il ne l'a pas mentionné. Je ne sais pas si le sénateur Kennedy savait ce qui s'était passé auparavant, parce que ces personnes posent la question d'une manière qui montre qu'elles n'en ont absolument aucune idée. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'elles comprennent la situation. Elles ne reçoivent aucun renseignement. Elles ne savent pas ce qui s'est passé jusqu'ici sur le champ de bataille. Parce que si vous regardez les informations, vous pouvez voir qu'ils l'avaient déjà frappé auparavant. non. Je peux presque vous garantir que la plupart des informations du sénateur Kennedy viennent de la Fondation pour la défense des démocraties, de la Heritage Foundation, de l'American Enterprise Institute. Vous savez, au Congrès, 7 briefings sur 10 reçus par les membres du Congrès, au Sénat comme à la Chambre des représentants, viennent de ces groupes de réflexion. C'est pour ça qu'ils sont si importants. Ce n'est pas la communauté américaine du renseignement, ni le Pentagone, ni le département d'État qui vont informer les membres du Congrès. Ce sont ces groupes de réflexion. Vous savez, enfin, ils ne savent pas vraiment. Je peux vous raconter une histoire qui remonte à la guerre en Afghanistan. Je suis allé présenter un briefing à Ike Skelton, qui était le président de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants, en mars 2010, au sujet de la guerre en Afghanistan. Cela faisait donc 7 ans et demi depuis que nous avions, ou 8 ans et demi depuis que nous avions envahi et occupé l'Afghanistan. J'ai présenté mon briefing au président Skelton et il m'en a remercié. Il m'a dit, « Vous êtes la première personne à venir dans mon bureau pour me faire un briefing négatif sur la guerre en Afghanistan. » C'était en mars 2010. Le président de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants n'avait jamais reçu de briefing négatif sur la guerre en Afghanistan. Enfin, vous voyez, c'est à ça qu'on a affaire ici. Nous avons affaire à des hommes et des femmes au pouvoir qui sont soit volontairement ignorants, soit de vrais croyants, soit achetés. Et vous savez, ces catégories peuvent aussi se recouper. Quelqu'un comme le sénateur Kennedy est volontairement ignorant de ce qui se passe réellement là-bas. Il est aussi, j'en suis sûr,
un énorme bénéficiaire de l'argent des lobbies pro-israéliens, ainsi que peut-être de l'argent du complexe militaro-industriel. Je veux dire, ces gens ne se soucient pas de ce qui se passe réellement là-bas. Ils ne se soucient pas de la vérité. Donc oui, ça ne me surprend pas que ces questions et d'autres n'aient aucune substance, soit sans contexte. Ou ne posent pas la question, si nous n'avons pas pu le détruire auparavant, pourquoi pourrions-nous le faire maintenant? Oui, vous avez mentionné que Donald Trump a tweeté aujourd'hui que pour chaque navire ou bâtiment pris pour cible, touché par des missiles iraniens ou par n'importe quel type d'arme dans le détroit d'Ormuz, il va frapper un pont ou une centrale électrique en Iran. C'est la nouvelle. Je ne sais pas s'il va le faire, parce qu'il l'a dit. Je me souviens quand il nous disait que le Hamas devait se désarmer parce que, dans les 12 heures qui suivent, il allait faire ceci ou cela, parce qu'il est comme ça. Il pense pouvoir intimider les gens par sa rhétorique. Mais nous avons vu qu'il va aller dans cette direction. Jusqu'à présent, il a montré qu'il allait frapper certaines cibles. Une centrale nucléaire dans l'ouest de l'Iran a été frappée à Darkovin, dans la province du Khouzestan. Je ne sais pas quels ont été les dégâts. Ils ont essayé de frapper la centrale nucléaire de Bushehr, dans le sud de l'Iran. Ce sont 2 installations nucléaires importantes. S'ils font quelque chose, cela va contaminer toute la région. Ce ne sera pas seulement une question d'Iran. Cela va contaminer toute la région. Cela va toucher le Qatar et tous ces pays qui utilisent l'eau du Golfe Persique, qu'ils dessalent pour l'utiliser. Ils en subiront les conséquences parce que ça va tout contaminer. Vous pensez qu'il va aller jusque-là? On verra. Comme je l'ai dit, Nima, il profère ses menaces, il lance ses ultimatums, puis très souvent, à la dernière minute, quelque chose lui évite d'avoir à passer à l'acte. Oh, je viens de recevoir un appel d'un tel. Ou bien, après avoir parlé avec tous les dirigeants du Golfe, j'ai décidé de reporter. Ou encore, il va y avoir des discussions. Donc nous n'allons pas mettre fin à la civilisation iranienne telle que nous la connaissons. Sa porte de sortie en ce moment, c'est Asim Munir. Ou alors, quelqu'un au Pakistan l'a appelé et lui a dit « Je vais faire ceci et ne fais pas cela. » Et puis... Vous savez, enfin, on pourrait penser que ces gens auraient davantage de bon sens, mais ce n'est vraiment pas le cas. Et puis, il y a aussi l'idée de faire quelque chose d'aussi destructeur pour toute une région. Donald Trump reçoit beaucoup d'argent du Golfe. Il détient une grande partie de leurs investissements sur ses comptes personnels. Les Émiratis, les Saoudiens et les Qataris en particulier ont injecté beaucoup d'argent dans sa fortune personnelle, que ce soit dans ses complexes hôteliers, ses hôtels et ses terrains de golf, ou peut-être dans World Liberty, enfin, son truc d'arnaque crypto quel qu'il soit. Vous savez, enfin, beaucoup d'argent du Golfe a soutenu tout ça, le maintient à flot et le porte. Donc, l'idée de faire quelque chose qui contaminerait toute la région par des radiations, on pourrait penser que dans son propre intérêt, il se dirait « Bon, je ne veux pas contrarier les gens qui financent mes activités. » Mais vous savez, avec cet homme, rien n'est impossible. Et tous ceux qui s'imaginent que l'armée américaine ne ferait jamais une chose pareille, qu'elle ne commettrait pas ce genre de crime de guerre, qu'elle ne mènerait pas délibérément des actions comme celle-ci, eh bien, d'abord, vous n'avez prêté attention à aucune des guerres américaines de l'histoire. Mais l'autre aspect, c'est aussi que vous n'avez pas prêté attention ces derniers mois. Des pilotes américains, des planificateurs américains, des équipages aériens américains, les équipes au sol, les états-majors, jusqu'aux officiers généraux, tous ont salué et exécuté ces ordres.
Donc l'idée que l'armée de l'air américaine ne le ferait pas, qu'il s'agisse de charbon, de gaz, de diesel ou de nucléaire. Vous savez, montrez-moi les preuves que ces officiers militaires américains vont, d'une manière ou d'une autre, respecter le droit des conflits armés et ne pas commettre de crimes de guerre. Il n'y a donc vraiment aucun garde-fou à tout ça. Et si Donald Trump veut le faire, il le fera. Donald Trump wants to do it, he will do it. What are the, in your opinion, how Selon vous, comment l'Arabie saoudite peut-elle résoudre le problème important auquel elle est confrontée en ce moment, à savoir le blocus que le Yémen lui impose? Et nous savons que cela fonctionne très bien pour le Yémen. Jusqu'à présent, d'après ce que j'ai entendu, vu et lu dans les médias, il semble qu'ils parviennent effectivement à empêcher ces navires et ces bateaux d'entrer au Yémen, d'en sortir ou de rejoindre les ports saoudiens de la mer Rouge. Quelle serait la solution, selon vous, si l'on se mettait à la place de l'Arabie saoudite? Quelle est votre lecture de la situation? Qu'en pensez-vous? Saudi Arabia, what is your understanding? What do you make of it? Well, you know, Eh bien, vous savez, je pense que les Américains qui regardent ça, ils voient une seule et même guerre globale. Et que la guerre au Yémen, les intérêts saoudiens là-bas, la péninsule arabique, tout cela peut être intégré comme une simple intrigue secondaire de cette guerre plus vaste, ce qui est complètement faux. Ces choses existent par elles-mêmes. Je veux dire, rien ne l'illustre mieux que le fait que pendant des années, les médias américains, tout comme je pense, les personnes au pouvoir elles-mêmes, ont affirmé que les Houthis, Ansar Allah, n'étaient rien de plus qu'une force supplétive de l'Iran, n'est-ce pas? Cela leur retire toute capacité d'action, ainsi que tout contexte, toute l'histoire de ce qui s'est passé là-bas, et ainsi de suite. Je pense donc que c'est une difficulté pour les Saoudiens. Les Américains ne comprennent tout simplement pas ce qui se passe, bon sang. Mais vous savez, que pourraient faire les Saoudiens? Ils pourraient. Vous savez, ils ne vont pas renoncer à leur volonté de contrôler l'ensemble de la péninsule arabique, n'est-ce pas? Enfin, je ne devrais pas dire l'ensemble de la péninsule arabique. of the whole of the Arabian Peninsula, right? Or they shouldn't say the whole of the Arabian Peninsula, but they're not going to give up their desire for control of Yemen. And you know, I don't see how they get to that Vous savez, point. je ne vois pas comment ils en arrivent à ce point. Tant qu'ils auront le soutien américain, tant que les Saoudiens pourront continuer à présenter ça comme « il ne s'agit pas du Yémen, il ne s'agit pas de la souveraineté du Yémen, il s'agit de réprimer une force alliée de l'Iran », ils auront toujours le soutien des Américains. Aux yeux des Américains, les Saoudiens semblent ne rien faire de mal. L'administration Trump vient de dire qu'il fallait autoriser les Saoudiens à enrichir de l'uranium, que la technologie nucléaire serait fournie à l'Arabie saoudite sans aucune garantie contre la fabrication d'armes nucléaires. Donc vous savez, si vous êtes les Saoudiens, alors, évidemment, ce qu'il faudrait faire, ce serait dialoguer avec les Houthis, respecter la souveraineté du Yémen, comprendre que ce conseil présidentiel de direction, le gouvernement yéménite, reconnu internationalement et qui vit dans des hôtels à Riyad, est une farce. Comprendre qu'Ansar Allah, les Houthis, contrôlent environ 80% de la population yéménite. Comprendre que vous leur avez fait la guerre pendant quoi? 7 ans, en substance. Le cessez-le-feu, je crois, c'était en 2021 ou 2022. La guerre avait commencé vers 2014 et vous n'avez pas réussi à les vaincre, malgré le soutien total des États-Unis d'Amérique. Ce serait la chose logique à faire, mais je ne vois pas du tout les Saoudiens faire ça. Et donc, je pense que les Saoudiens vont faire pression sur le Yémen et qui s'attendent à être soutenus par les Américains. Et il a vu, j'ai entendu aujourd'hui des déclarations de Donald Trump disant qu'il envisagerait d'attaquer à nouveau les Houthis. Vous savez, il a dit quelque chose comme « La dernière fois, on leur a foutu une sacrée raclée, on recommencera ». Vous savez, nous avons tué beaucoup de gens là-bas. C'est certain. Mais est-ce que ça a réellement servi à quelque chose? Non.
Mais cette question de savoir où tout cela mène et comment ils vont tous s'en sortir, si cela se poursuit, et si les Saoudiens se comportent comme je m'attends à ce qu'ils le fassent, si les Américains agissent ainsi, eux aussi, les Israéliens y voient un intérêt. Et si ce blocus de l'Arabie saoudite par les Houthis s'avère ne serait-ce que partiellement efficace, le coup porté aux Saoudiens risque d'être dévastateur. Et ce sera pareil pour toute la région. Vous savez, les Émiratis continuent eux aussi à jouer ce jeu dans toute la région, en essayant de manipuler les choses, de garder le contrôle en coulisses. Et vous savez, où pensent-ils que cela va les mener sans une sorte de règlement global de l'ensemble du conflit? Un conflit qui, au fond, ramène à bien des égards à la Palestine et aux Israéliens. Je peux trouver des idées sur ce que les Saoudiens pourraient faire pour, vous savez, reprendre le nom de votre émission, Dialogue Works. Mais je ne pense pas qu'ils le feront. L'idée d'un dialogue avec le Yémen leur était d'une certaine manière étrangère. Vous savez, pendant 12 ans, ils ont tout fait subir aux Yéménites, le blocus, et d'une certaine manière, les conséquences de ce blocus. Oui, et ils maintiennent toujours ce blocus. Ils maintiennent toujours ce siège. Donc, vous savez, cette idée d'avoir en gros un État défaillant à votre frontière, à cette intersection cruciale entre la mer Rouge et, vous savez, le golfe d'Oman, l'océan Indien, la mer d'Arabie, leur avidité, leur mégalomanie. MBS, il est aussi mauvais que n'importe lequel d'entre eux. MBZ et les Émiratis sont aussi mauvais que n'importe lequel d'entre eux. Et avant que cette guerre avec l'Iran ne commence, en février, on a vu les Saoudiens essentiellement se retirer du Yémen, au moins en apparence, n'est-ce pas? Et le Conseil présidentiel de direction a absorbé le Conseil de transition du Sud, soutenu par les Émirats. Les Saoudiens ont donc regroupé les deux principales forces d'opposition qui étaient nominalement alliées, avec Al-Qaïda aussi, il faut le préciser, contre Ansar Allah, contre les Houthis. Donc, les Saoudiens avaient connu un certain succès auparavant. Alors maintenant, vous savez, encore une fois, il y a la question de la chronologie dans tout ça, et de ce que faisaient les Saoudiens avant le 28 février. Et pourquoi les Saoudiens ne continueraient-ils pas à aller de l'avant dans cette direction, surtout s'ils pensent pouvoir ramener les Américains dans le jeu, les réimpliquer là-dedans? Mais oui, cette imprudence, cette idée de dire, bon, eh bien, Ansar Allah va fermer. Vous savez ce qui est fou aussi? Les Saoudiens n'ont pas eu à gérer la fermeture de la mer Rouge. Ils n'ont pas eu à gérer la fermeture du golfe Persique. Ils vont devoir y faire face. Vous n'avez donc pas gagné la guerre auparavant. Et maintenant, vous allez revenir dans cette guerre. Vous allez la rallumer avec ces deux poids autour du cou, la mer Rouge fermée et le golfe Persique fermé. Vous savez, enfin, n'importe lequel d'entre nous qui regarde ça, c'est juste, c'est comme ça. Tout ça, c'est comme ça. Oui, ce sont juste des gens ordinaires comme nous, assis là qui en parlent. C'est tout simplement incroyable, vous savez. Mais oui. Oui, c'est incroyable. Vous savez, cette irrationalité. Et il n'y a aucune logique dans la manière de penser de tous ces conflits. Quand on regarde, vous savez, l'Arabie saoudite, le comportement de l'Arabie saoudite, d'un côté, ils essayent de négocier, Matt, en coulisses. Ils le faisaient depuis le 4e jour de la guerre. Disons que la guerre a commencé le 28 février. Le 5 mars, ils ont appelé les Iraniens. Ils ont essayé de dire « Nous n'en faisons pas partie. Nous ne voulons pas en faire partie. » L'Arabie saoudite et le Qatar. Et pourtant, vous les avez toujours dans le combat, à essayer de faciliter, vous savez, d'une manière ou d'une autre, une percée du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, de rallumer la guerre et d'attaquer le Yémen. Ce ne sont pas des acteurs rationnels. C'est incroyable. Oui, je ne sais pas. Les possibilités sont infinies, compte tenu de ce dont ces gens sont capables.
On pourrait penser que les dangers à venir, avec le risque d'un retour à cette guerre, suffiraient à pousser les Qataris et les Saoudiens à coopérer, à risquer leur pays, leurs richesses, leur industrie, l'avenir de leur population dans cette guerre. Surtout quand les Américains ont démontré qu'ils étaient incapables d'honorer quelles que soient les promesses, les garanties et les assurances qu'ils ont données à ces États arabes. Vous savez, les Américains se seraient rendus dans ces États du Golfe et auraient dit « ça va prendre 1 mois et vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de l'Iran ». Et je ne pense pas que ces États du Golfe les croient, mais on les a vus fortement impliqués. Leur espace aérien est utilisé, leurs bases situées sur leur territoire sont utilisées. Bahreïn et le Koweït au moins, et je pense aussi les Émiratis, ont autorisé des attaques de missiles HIMARS et ATACMS depuis leur territoire. Toute la logistique qui s'y déroule, toutes les communications qui y transitent. Je veux dire, ils font autant partie de cette guerre que n'importe quelle unité de l'armée américaine. Et ils continuent de suivre le mouvement. Et j'imagine qu'ils ont davantage peur de perdre le pouvoir à cause d'un coup d'État soutenu par les Américains s'ils ne le font pas, que de la dévastation qui peut résulter de la poursuite et de l'escalade de cette guerre. Et comme on le disait tout à l'heure, comment est-ce que ça se termine? Peut-être qu'on arrivera à une période de quelques mois plutôt calme, vous savez, avec un cessez-le-feu qui tiendra plusieurs mois. Mais à quel moment est-ce que ça va prendre fin? À quel moment des responsables politiques américains et israéliens vont-ils se dire « Vous savez ce qui serait bon pour moi? Une autre guerre avec l'Iran. Je peux y voir un intérêt, n'est-ce pas? » Alors, comme je le dis, comment est-ce que ça se termine? Et c'est pour ça que je pense qu'ils doivent être très prudents, bien sûr. Mais en même temps, ils doivent faire preuve d'une certaine impitoyabilité et de fermeté dans tout ça. Parce qu'il n'y a pas « où peut-on trouver une issue ?» Même si, disons, on obtient un accord négocié dans le mois ou les 2 mois qui viennent, encore une fois. Que se passe-t-il en janvier? Que se passe-t-il en février? Que se passe-t-il en juillet prochain? Vous voyez, pour reprendre votre point, oui, donc, je pense que je ressens la même chose. Comment, diable, est-ce que ça se termine? Et puis, bien sûr, on voit se poursuivre la destruction du peuple palestinien. Enfin, le nettoyage ethnique au Liban, mais aussi la destruction du peuple palestinien, l'annexion de la Cisjordanie. Les colons reçoivent beaucoup d'attention, mais la plupart des personnes tuées, l'immense majorité des Palestiniens tués, plus de 1100 Palestiniens tués en Cisjordanie depuis octobre 2023, ont été tués par l'armée israélienne. Je veux dire, ne laissez donc pas les commentaires sur les colons vous détourner du fait que c'est l'armée israélienne qui tue des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Et puis, bien sûr, j'ai vu ce matin que 13 personnes avaient été tuées à Gaza, dont je crois 4 enfants. Et chaque jour, on voit ça. Vous savez, alors que les Israéliens contrôlent 70% de la bande de Gaza, moins de 25% de l'aide parvient à entrer, et rien n'a d'importance, et personne ne fera quoi que ce soit contre eux. Et on va rester là, à regarder le peuple palestinien continuer d'être détruit. Je ne vois aucune fin à cela. Vous savez, désolé. Je suis tellement rabat-joie, tellement pessimiste, mais je ne vois rien, aucune issue à tout ça. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. À vous. J'ai ça depuis 6 ans environ. C'est pas votre microphone, c'est votre système. Oh d'accord. Que quelqu'un allume une bougie pour moi et dise une prière, parce que je ne vais pas pouvoir entendre. Votre micro fonctionne bien. Merci, Matt. Merci beaucoup. On vous verra. À bientôt.